Je n'ai jamais pensé qu'un jour je parlerais ainsi, devant le monde, comme un condamné qui déchire le voile de ses propres mensongers. Oui, je l'avoue, j'ai dirigé l'ombre des Hells Angels en Europe. Je n'étais pas seulement un membre, pas seulement un biker tatoué sur une Harley rugissante au milieu d'une foule ivre de bière et de sueur. J'étais l'un de ceux qui prenaient les décisions, qui imposaient la loi du silence et de la peur dans les rues de Hanovre, à des centaines de kilomètres de Madrid où, des années plus tard, la justice allait exiger ma tête. Tout a commencé dans une ville qui semblait banale, presque grise. Hanovre, années 90, des trottoirs tachés de pluie, le quartier de Steintor, où résonnaient les cris des filles qui vendaient leur corps sous la lumière sale des néons. Là, la violence n'était pas un accident, mais une respiration quotidienne. Derrière chaque bar, chaque boîte de nuit, se cachaient des deals, des dettes, des couteaux. Moi, Frank Armin Hannebut, fils d'un menuisier, j'étais devenu l'homme que l'on redoutait, le visage qu'on évitait dans la foule, le nom que la presse allait transformer en mythe sombre, le patron invisible des Hells Angels en Europe. Mais l'Europe ne se résume pas à Hanovre. Mon empire s'est étendu, morceau par morceau, à travers les frontières, jusqu'à ces îles méditerranéennes où tout semblait possible. Majorque, la promesse du soleil éternel, des villas de luxe, des clubs où l'argent circulait plus vite que le sang dans les veines. C'est là que la police espagnole a fini par me capturer en 2013. 10 ans plus tard, en janvier 2023, je suis entré dans une salle d'audience madrilène, encerclé de regards, accusé de diriger une organisation criminelle, de blanchir l'argent du sexe et de la drogue, d'avoir tissé un réseau tentaculaire. Le procureur voulait me clouer pour 13 ans derrière des barreaux. Je revois ce moment. Les journalistes me fixaient comme si j'étais un monstre venu d'une autre époque. Je portais un costume sombre, mais sous cette façade de respectabilité, je sentais le poids des années passées dans les ténèbres. On m'appelait le chef européen, comme si j'étais le général d'une armée secrète. Moi, je savais seulement que chaque décision que j'avais prise avait un prix. Des hommes battus, des vies détruites, des quartiers entiers plongés dans la peur. Et pourtant, dans cette salle, j'ai dû affirmer l'inverse. J'ai juré que les Hells Angels n'étaient pas une organisation criminelle, que chaque section vivait selon sa propre règle, qu'il n'existait pas de chef suprême. Était-ce un mensonge? Était-ce une vérité maquillée? À vous de juger. Aujourd'hui, si je prends la parole, ce n'est pas pour laver mon nom. Le tribunal espagnol m'a acquitté en septembre 2023, mais aucun verdict ne peut effacer les ombres que j'ai portées. Je parle parce que je veux que vous compreniez comment un homme ordinaire a pu devenir l'architecte d'un monde de peur et de silence. Comment la route, les motos et l'adrénaline se sont transformés en chaînes invisibles. Je ne cherche pas l'excuse. Je cherche seulement à raconter, chapitre après chapitre, la vérité que j'ai longtemps enterrée. Je suis né en 1964, dans une maison où l'odeur du bois imprégnait chaque mur. Mon père était menuisier, un artisan dur, fier de son métier, mais prisonnier de ses dettes et de ses colères. Ma mère, une femme discrète, se tenait en retrait, avalant chaque humiliation comme on avale un verre d'eau trop amer. Dans ce foyer, il n'y avait pas de place pour les mots doux. Il n'y avait que le bruit de la scie, le craquement du bois et, trop souvent, le fracas des disputes. Enfant, je me suis senti invisible. À l'école, j'étais le fils du menuisier, celui qu'on méprisait parce qu'il n'avait pas de beaux vêtements, parce qu'il venait des quartiers où les voitures avaient plus de rouille que de peinture. J'ai appris tôt que la société ne te donne rien si tu n'arraches pas ta part. Je voyais d'autres garçons, mieux nés, qui rêvaient d'université. Moi, je rêvais seulement d'être respecté, de ne plus courber l'échine. C'est dans un ring de boxe que j'ai trouvé ma première échappatoire.
J'avais à peine 17 ans quand j'ai enfilé des gants trop usés pour mes poings. Le bruit sec des coups, la sueur, le goût du sang sur la langue. J'ai compris que la douleur pouvait devenir une arme. Le public applaudissait quand je mettais un adversaire au tapis. Pour la première fois, j'étais quelqu'un, un corps puissant, une force brute, un regard que l'on ne croisait plus sans détourner les yeux. Mais la boxe ne nourrit pas un ventre vide. Elle forge le caractère, pas le compte en banque. Dans ma jeunesse, Hanovre me paraissait à la fois étouffante et pleine de promesses sombres. Les rues du quartier Steintor brillaient la nuit comme une scène de théâtre malsaine. Prostituées, dealers, videurs de boîtes de nuit. J'y ai découvert un monde parallèle, bien plus fascinant que l'atelier poussiéreux de mon père. Là-bas, l'argent circulait rapidement. Un homme pouvait passer de mendiant à roi de la nuit en quelques mois, à condition de savoir cogner, d'intimider, de ne jamais reculer. Je ne voulais plus être le fils d'un artisan oublié. Je voulais être craint. Je voulais que mon nom circule dans les bars comme une menace chuchotée. Mais il y avait plus profond encore, une rage sourde que je ne savais pas nommer. Une rage née de l'impression de n'avoir jamais été assez, ni pour mon père, ni pour la société. Cette rage est devenue mon moteur. Chaque coup de poing, chaque défi relevé sur le ring ou dans la rue, était une façon de hurler au monde que j'existais. Mes premiers délits furent dérisoires. Bagarres de rue, petits vols, nuits passées dans des commissariats. Mais dans ces instants, j'ai compris que la peur des autres pouvait devenir ma monnaie. Quand un regard fuyant remplaçait un coup, je me sentais invincible. Je n'étais plus ce gamin transparent. J'étais celui qu'on évitait. Avec le recul, je comprends que j'ai glissé lentement, presque naturellement, vers la violence organisée. Ce n'était pas un saut, c'était une pente douce, pavée de frustration et de blessures intimes. J'avais besoin de reconnaissance, et la société m'offrait une seule scène où je pouvais être applaudi, celle de la brutalité. Alors que mes camarades choisissaient des apprentissages respectables, moi je choisis la rue. Et dans la rue, chaque pas me rapprochait d'un monde où le sang et l'argent s'échangeaient comme des cigarettes. Voilà ce que fut mon enfance. Une graine de colère plantée dans la pauvreté, arrosée par le mépris, et qui allait éclore en violence. Il y a toujours un moment précis où la frontière se brise, où l'on passe de simples spectateurs de la rue à acteurs à part entière. Pour moi, ce moment est arrivé un soir d'hiver, dans une boîte de nuit enfumée du quartier de Steintor. La musique était assourdissante, les néons clignotaient comme des éclairs artificiels, et je me tenais là, jeune boxeur sans avenir, cherchant un moyen de m'échapper d'une existence qui ne m'offrait rien. C'est là que j'ai croisé pour la première fois ceux qui allaient changer ma vie. Les bikers. Ils entraient comme une meute. Le cuir noir, les tatouages, l'odeur d'essence et de sueur. Rien qu'à leur présence, la foule se taisait, les regards baissaient. Ce n'étaient pas des voyous ordinaires. Ils portaient sur leurs épaules un pouvoir invisible, une aura qui paralysait la pièce. Je n'ai jamais oublié le bruit de leurs bottes sur le sol collant, ni les regards glacés qu'ils jetaient au videur, comme pour rappeler qui dominait vraiment la nuit. Un d'eux, plus âgé, au visage marqué par les cicatrices, m'a observé longuement. Il avait entendu parler de moi, du jeune boxeur qui gagnait ses combats par KO rapide. Il m'a proposé un verre, puis une faveur. Accompagner le groupe pour régler une querelle avec un patron de bar qui refusait de payer sa protection. J'aurais pu refuser. Mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais eu. De la reconnaissance, une forme tordue de respect. J'ai accepté. Ce soir-là, j'ai franchi le seuil. Nous étions 4. Nous avons pénétré dans le bar comme une tempête. Je me souviens de l'odeur de la bière renversée, des cris étouffés, et du claquement sec de mon poing s'écrasant sur le visage du patron. J'ai senti ses os craquer, et en moi, une étrange chaleur. La peur se transformait en puissance.
J'avais servi à quelque chose. J'avais été utile. Et en échange, j'ai reçu plus qu'un simple billet glissé dans ma poche. J'ai reçu une place à la table des loups. C'est ainsi que j'ai rencontré les Bones MC, ancêtres de ce qui allait devenir plus tard le chapitre des Hells Angels à Hanovre. Ils n'avaient pas besoin de longues promesses. Un test suffisait. J'avais montré que je pouvais cogner sans poser de questions. J'avais prouvé que je pouvais obéir. Ce fut ma première mission, ma première tâche pour le monde souterrain. À partir de là, les nuits ne furent plus jamais les mêmes. Chaque bar, chaque club, chaque trottoir de Steintor devenait une arène où se jouait une guerre silencieuse. Je n'étais plus le boxeur raté, ni le fils du menuisier invisible. J'étais un apprenti soldat de l'ombre. Les regards changeaient quand j'entrais dans une pièce. Certains m'évitaient, d'autres cherchaient ma protection. L'adrénaline coulait dans mes veines comme une drogue. Mais je n'étais pas naïf. Je savais que je venais de signer un pacte silencieux. Avec eux, il n'y avait pas de demi-mesure. Soit tu étais à l'intérieur, soit tu étais mort. Ce premier contact avec l'underground m'a ouvert une porte que je n'ai plus jamais refermée. Et au fond de moi, malgré la peur, malgré la violence, j'ai ressenti une certitude glaciale. J'étais enfin à ma place. On dit que les véritables serments ne se prononcent pas avec des mots, mais avec le sang et la peur. Mon initiation chez les bikers a suivi cette logique implacable. Ce n'était pas une cérémonie officielle, pas une messe codifiée qu'on aurait pu filmer. C'était une succession d'épreuves, de regards pesants et de silences chargés d'attente. Pourtant, pour moi, ce fut un rite sacré, le moment où ma vie s'est définitivement séparée de celle des hommes ordinaires. Tout commença par une invitation. « Ce soir, tu roules avec nous », m'a dit le vétéran au visage balafré, celui qui m'avait repéré dans le bar. Nous étions une dizaine, réunis dans un hangar à la périphérie de Hanovre. L'air empestait l'essence et le métal chauffé. Les motos alignées semblaient attendre comme des bêtes prêtes à rugir. On m'a tendu un blouson sans écusson. Pas encore un frère, pas encore un ange, seulement un prospect. Ce mot claqua comme une promesse et une menace à la fois. La première épreuve fut simple en apparence. Suivre le convoi. Mais quand 10 Harley lancés à pleine vitesse traversent la ville en défiant les feux rouges, ce n'est plus une balade. C'est un baptême de vitesse, une danse avec la mort. J'ai senti le vent me déchirer le visage, mes mains crispées sur le guidon d'une machine qui n'était pas la mienne. Je savais que la moindre hésitation, la moindre chute ferait de moi un lâche indigne. Alors j'ai roulé jusqu'à ce que mes yeux pleurent et que mes bras brûlent. La deuxième épreuve fut plus brutale. Dans une ruelle sombre, on m'a ordonné de récupérer une dette. Il s'agissait d'un petit dealer qui avait oublié de payer sa part. Quand je l'ai trouvé, tremblant dans l'ombre, je me suis vu en lui. Un gamin perdu, coincé entre peur et survie. Mais autour de moi, les regards des bikers exigeaient une seule réponse. Alors j'ai levé le poing, encore et encore, jusqu'à ce qu'il supplie, jusqu'à ce que ses billets froissés soient couverts de sang. J'ai compris alors que la compassion n'avait pas de place dans cette famille. La loyauté, c'était la violence. L'obéissance, c'était le silence. La troisième épreuve fut la plus insidieuse. Le serment de silence. Pas de contrat, pas d'encre sur du papier. Seulement une phrase murmurée, répétée par chaque homme présent. Ce qui est dit ici, meurt ici. Amen. On m'a demandé de la prononcer, et je l'ai fait. Ce soir-là, ma voix a enterré ma liberté. J'étais lié par une loi plus forte que celle des tribunaux, la loi du club. Enfin vint le moment du blouson. On ne m'a pas donné les couleurs officielles, pas encore. Seulement un patch modeste,
signe que j'étais en probation, mais quand le cuir a touché mes épaules, j'ai senti son poids comme une armure. Les autres m'ont frappé dans le dos, un geste qui ressemblait autant à une accolade qu'à une gifle. J'avais franchi la frontière. Je n'étais plus seulement Frank, le boxeur sans avenir. J'étais un prospect, un futur Hells Angel. Ce rituel ne ressemblait pas à une célébration. C'était un avertissement. Chaque sourire cachait une menace, chaque rire un rappel. Désormais, ma vie leur appartenait. Je me souviens avoir roulé cette nuit-là derrière le convoi, la lune éclairant nos motos comme une procession funèbre. J'ai compris que je n'avais plus le droit de reculer. J'étais entré dans un monde où l'on ne sortait que mort ou brisé. Et pourtant, au fond de moi, je sentais une fierté démente. Enfin, j'avais une famille de loups. Chaque initiation n'est qu'un prélude. Le véritable test commence avec les premières missions, celles où l'on vous jette dans le bain de sang et de peur sans bouée, pour voir si vous coulez ou si vous apprenez à nager dans la violence. Pour moi, ces missions ont gravé au fer rouge ce que signifiait appartenir à une fraternité criminelle. La première fois, on m'a donné une tâche en apparence simple, surveiller un club de striptease qui refusait de payer sa part aux Angels. Tu restes là toute la nuit, tu observes, et si quelqu'un tente de résister, tu agis, m'avait dit l'un des anciens. Je croyais que ce serait une corvée monotone, mais quand le propriétaire, un petit homme nerveux, a tenté de chasser mes frères à coups de menaces, j'ai compris la vérité. Je n'étais pas là pour observer, j'étais là pour frapper. Mon poing s'est abattu sur lui avant même que j'en prenne conscience. J'ai senti la peur se transformer en une drogue brûlante. Je n'étais plus un spectateur, j'étais l'exécuteur. La deuxième mission m'a marqué à jamais. Cette fois, il s'agissait de récupérer un chargement de cocaïne destiné à transiter par Hanovre. On ne m'a pas demandé de transporter la drogue, seulement d'assurer que rien ne perturbe la livraison. Mais au cœur de la nuit, une bande rivale a tenté de s'interposer. Les chaînes ont claqué, les couteaux ont scintillé, et dans le chaos, j'ai vu mon premier cadavre tomber. Ce n'était pas ma main qui avait donné le coup fatal, mais j'ai senti que ma présence, mon rôle dans cette scène, faisait de moi complice du sang répandu. Cette nuit-là, je suis rentré couvert de sueur froide, incapable de dormir. Pourtant, au petit matin, en voyant mes frères m'applaudir d'un sourire silencieux, j'ai ressenti une étrange fierté. J'avais survécu, j'avais prouvé que je n'étais pas un poids mort. J'étais des leurs, puis vint l'épreuve ultime, mon premier acte de violence prémédité. On m'a confié une batte de baseball et on m'a désigné une cible, un proxénète qui refusait de céder son territoire dans Steintor. Je revois encore la scène. L'homme sortant de son immeuble, la ruelle éclairée par une lumière blafarde, et moi qui l'attendais dans l'ombre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mais quand j'ai levé la batte, une autre force a pris le contrôle. Le premier coup a brisé son cri, le second a brisé ma dernière hésitation. Après ça, il n'a plus jamais contesté notre pouvoir, et moi, j'avais franchi la ligne. Je n'étais plus seulement un prospect, j'étais un soldat. Ces missions n'étaient pas seulement des démonstrations de force, elles étaient des rites de passage, des leçons brutales sur la manière dont le pouvoir se gagne et se conserve. Dans ce monde, on ne demande pas la permission. On impose, on écrase, on inspire la peur. Chaque mission réussie me rapprochait de ce que je croyais être la reconnaissance ultime, devenir un Hells Angel à part entière. Je me souviens avoir contemplé mon reflet après ces nuits. Mes poings gonflés, mes yeux injectés de sang. J'essayais de me convaincre que je restais le même homme, le fils du menuisier, le boxeur raté. Mais ce n'était plus vrai. Dans le miroir, je voyais un autre visage, celui d'un criminel en formation, prêt à tout pour gravir les échelons. C'est ainsi que mes premières missions m'ont façonné.
Elles ont étouffé mes doutes, nourri ma rage et cimenté ma place dans la hiérarchie. Chaque coup de poing, chaque cri, chaque nuit tachée de rouge m'éloignait d'un peu plus du monde ordinaire. J'étais désormais prisonnier d'une spirale qui ne ferait que s'accélérer. Chaque organisation criminelle a ses propres lois, mais toutes obéissent à une règle commune. Seuls les plus impitoyables montent. Après mes premières missions, je n'étais plus le prospect hésitant. J'étais devenu une arme docile, et cette docilité m'a ouvert les portes du pouvoir. Peu à peu, je suis passé de simple exécutant à stratège de l'ombre. À Hanovre, le quartier de Steintor était notre fief. Les bars, les maisons closes, les discothèques, rien ne fonctionnait sans notre bénédiction. Je me souviens de ces soirées où l'argent coulait à flot. Les billets s'entassaient sur les tables comme des cartes de jeu. Chaque femme, chaque verre, chaque gramme de cocaïne rapportait sa dîme. Et moi, j'étais au centre de cette mécanique, organisant, surveillant, imposant. Je n'avais plus besoin de frapper de mes poings. Ma seule présence suffisait à maintenir l'ordre. J'étais devenu le visage de la peur locale. Mais mon ascension ne s'est pas limitée à Hanovre. Bientôt, on m'a demandé de négocier avec d'autres chapitres, de voyager, de représenter nos intérêts. C'est là que j'ai découvert la véritable dimension de notre empire. Les Hells Angels n'étaient pas une bande isolée. C'était une confrérie transnationale, un réseau aux ramifications infinies. Et moi, j'avais trouvé ma place parmi ceux qu'on appelait les chefs. Chaque réunion, chaque poignée de main scellait un nouveau territoire, une nouvelle source de revenus. Je n'oublierai jamais l'année 2010. Les tensions avec les bandidos avaient atteint un point de rupture. La guerre menaçait de transformer les rues en champs de bataille permanents. Et c'est moi qu'on a envoyé pour négocier une trêve. J'étais assis à une table où chaque regard pouvait signifier la mort. Pourtant, ce soir-là, j'ai su utiliser la peur comme une arme diplomatique. Nous avons conclu un accord. Les journaux en ont parlé comme d'un pacte de paix, mais pour moi, c'était la preuve ultime que j'étais devenu plus qu'un soldat. J'étais un diplomate du crime. Avec le pouvoir vinrent les privilèges, les voitures de luxe, les villas, les femmes qui se pressaient autour de moi. Je passais mes nuits dans des fêtes où la drogue et l'alcool coulaient à flot, où les rires masquaient à peine la paranoïa. Pourtant, derrière chaque sourire se cachait un calcul, une menace. Le pouvoir attire les vautours. J'apprenais à distinguer les alliés des traîtres, les regards sincères des couteaux plantés dans le dos. Plus je montais, plus je devenais prisonnier de ma propre stature. Et puis il y avait l'adrénaline, ce sentiment d'être intouchable. Je me promenais dans Hanovre comme un roi sans couronne. Les policiers connaissaient mon nom, mais souvent ils détournaient le regard. Trop de peur, trop d'influence. Je me sentais invincible. Pourtant, au fond, je savais que chaque marche gravie me rapprochait d'une chute brutale. Le pouvoir est une drogue plus dangereuse que toutes celles que nous vendions. On en veut toujours plus, et il finit par vous dévorer. En quelques années, je suis passé de fils de menuisier à chef redouté. Les journaux me décrivaient comme le patron européen des Hells Angels. Cette image me flattait autant qu'elle m'enchaînait, car plus mon nom circulait, plus je devenais une cible, pour la police, pour les rivaux, pour mes propres frères jaloux. Voilà ce qu'est le pouvoir. Une ascension vertigineuse, mais chaque pas est gravé au couteau. Et une fois en haut, on découvre que le sommet est aussi une falaise. Vivre à l'intérieur des Hells Angels, ce n'était pas simplement porter un blouson et rouler en Harley. C'était accepter une nouvelle religion, un culte où chaque règle était gravée dans la chair. Nous n'étions pas une bande d'amis, mais une confrérie régie par des lois plus dures que celles de n'importe quel tribunal. La loyauté absolue, le silence éternel,
la soumission sans condition. Celui qui trahissait ses principes ne disparaissait pas seulement du club. Il disparaissait de la surface de la terre. Le quotidien était fait de rituels. Les réunions, que nous appelions church, se tenaient dans des hangars enfumés, loin des regards. Là, les décisions étaient prises. Qui devait payer, qui devait être puni, quel territoire nous allions défendre. Personne ne contestait le chef ouvertement, mais dans les regards, dans les silences, chacun cherchait à mesurer la force de l'autre. Les alliances se faisaient en coulisses, et un sourire pouvait masquer une condamnation à mort. La règle du silence, omerta, n'était pas une simple formule, elle était notre bouclier et notre prison. Aucun mot ne devait franchir les murs du club. Les policiers pouvaient interroger, menacer, torturer même. Nous savions qu'un seul aveu signerait notre fin. Les rares qui ont parlé n'ont pas survécu longtemps. Je me souviens d'un frère, trop bavard, retrouvé dans une rivière glacée. Ce jour-là, j'ai compris que notre liberté reposait sur la peur que nous inspirions à nos propres membres. Et pourtant, au milieu de cette brutalité, il y avait aussi l'illusion d'une famille. Les fêtes étaient grandioses. Tables couvertes de bouteilles, femmes séduites par l'aura de danger, musique assourdissante. On riait, on buvait, on dansait comme si nous étions immortels. Mais derrière chaque éclat de rire se cachait la paranoïa. On vérifiait sans cesse qui regardait, qui écoutait. On se méfiait de tout le monde, même de ceux qu'on appelait frères. J'ai vécu des nuits de démesure où je croyais toucher le paradis. Villas luxueuses à Majorque, piscines illuminées, voitures de sport garées comme des trophées. Mais au fond de ces excès, il y avait toujours une ombre. Le moindre faux pas pouvait coûter la vie. Chaque toast porté à la fraternité était aussi un rappel de notre vulnérabilité. Dans cette famille, on riait ensemble, mais on pouvait aussi mourir ensemble, ou mourir par la main de l'autre. Ce double visage de l'organisation m'a marqué à vie. D'un côté, la loyauté. Ces hommes auraient pris une balle pour moi, et j'aurais fait de même. De l'autre, la suspicion. Je savais que certains guettaient ma chute, que mes propres frères jalousaient mon ascension. J'ai appris à dormir peu, à garder une arme sous mon oreiller, à toujours avoir une sortie de secours. Le pouvoir donnait des privilèges, mais il me condamnait aussi à une vigilance permanente. La vie à l'intérieur des Hells Angels, c'était marcher sur un fil tendu au-dessus du vide. Un équilibre instable entre fraternité et trahison, entre fête et violence, entre gloire et mort. Je croyais avoir trouvé une famille, mais c'était une famille bâtie sur la peur et le sang. Une cage dorée où chaque rire sonnait comme un écho funèbre. On croit toujours que les criminels vivent en marge, chassés par la police, traqués par la justice. Mais la vérité que j'ai découverte est bien plus sombre. Notre organisation n'aurait jamais prospéré sans les complicités de ceux qui prétendaient nous combattre. Derrière chaque bar protégé, chaque cargaison passée sans encombre, chaque procès étouffé, il y avait des hommes en costume, des hommes élus, des hommes décorés. Voilà le grand complot. Les loups et les bergers s'étaient secrètement entendus pour dévorer le troupeau. Je me souviens d'une nuit à Majorque, dans une villa surplombant la mer. Le champagne coulait, la musique résonnait, et à ma table siégeaient non seulement mes frères bikers, mais aussi des politiciens locaux, des entrepreneurs réputés, et même un ancien policier décoré. Tous levaient leur verre à ma santé, comme si j'étais l'un des leurs. Mais je savais que leur sourire avait un prix. Ils ne venaient pas pour l'amitié, ils venaient parce qu'ils avaient besoin de nous. Pour faire disparaître un rival, pour financer une campagne, pour blanchir de l'argent qui ne devait jamais apparaître sur leurs comptes officiels. À Hanovre, c'était la même chose. Certains policiers fermaient les yeux quand nos motos traversaient la ville à pleine vitesse. Des inspecteurs me saluaient comme si j'étais un notable.
En échange de leur silence, nous leur offrions des enveloppes, parfois des soirées entières avec des filles, parfois même une protection qu'ils n'auraient jamais avouée à leurs supérieurs. La frontière entre l'État et le crime se brouillait jusqu'à disparaître. J'ai longtemps cru être un chef, un maître du jeu. Mais un soir, à Madrid, lors d'une rencontre discrète, j'ai compris que je n'étais peut-être qu'un pion. Autour de moi, des hommes en col blanc discutaient de millions, comme s'il s'agissait de pièces de monnaie. Ils parlaient de deals qui dépassaient tout ce que nous contrôlions. Marchés publics, contrats de construction, flux financiers internationaux. Nous, les Hells Angels, n'étions qu'un outil. Une armée de l'ombre, utile pour les basses besognes, mais remplaçable. J'ai senti un frisson glacial m'envahir. Le vrai pouvoir ne se trouvait pas dans nos garages pleins de motos, mais dans ces salons feutrés où des hommes en costume décidaient de notre sort. Le plus terrible, c'était cette prise de conscience. Si un jour nous devenions encombrants, ils n'hésiteraient pas à nous sacrifier. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Quand la justice espagnole a décidé de frapper en 2013, ce n'était pas un hasard. Les alliances s'étaient rompues, les protections s'étaient évaporées. D'un seul coup, les hommes qui levaient leur verre à ma santé m'avaient tourné le dos. J'étais devenu un fardeau. Et les projecteurs se sont braqués sur moi, le chef européen des Hells Angels, l'ennemi public idéal. Ce fut la révélation la plus cruelle de ma carrière. Je croyais être l'architecte d'un empire, mais je n'étais qu'un rouage dans une machine beaucoup plus vaste. Une machine où le crime et la politique s'entremêlaient, où les frontières entre légalité et illégalité n'existaient plus. Oui, nous étions des criminels. Mais les vrais parrains, ceux qui tiraient les ficelles, portaient des costumes taillés sur mesure et signaient leurs ordres avec des stylos en or. On croit toujours que l'on est invincible, jusqu'au jour où la terre s'ouvre sous nos pieds. Ma chute a commencé par un matin banal, en 2013, à Majorque. Le soleil frappait les volets de ma villa, la mer scintillait au loin. Tout semblait paisible. Mais au moment où j'ai franchi la porte, une escouade de policiers masqués m'attendait, des armes pointées sur ma poitrine, des cris en espagnol, des menottes claquant sur mes poignets. En un instant, l'illusion de mon pouvoir s'est effondrée. Je n'étais plus le maître d'un empire. J'étais un prisonnier. Les accusations pleuvaient comme des coups de marteau. Organisation criminelle, trafic de drogue, proxénétisme, blanchiment d'argent. La presse s'est déchaînée. On me décrivait comme le chef absolu des Hells Angels en Europe. Les unes de journaux affichaient de mon visage comme celui d'un monstre. J'étais devenu le symbole parfait pour un procès spectaculaire. Et moi, derrière les barreaux, je sentais le regard du monde peser sur moi comme une condamnation anticipée. Les premiers jours en détention furent les plus durs. La cellule froide, l'odeur de métal et d'humidité, les murs qui résonnaient de cris et de chaînes. Moi qui avais vécu dans le luxe, entouré de fêtes et de femmes, je me retrouvais seul, réduit à un numéro. J'ai compris alors que la loyauté de mes frères avait des limites. Certains se faisaient discrets, d'autres me tournaient le dos. La fraternité tant vantée n'était qu'un mirage. Dans la tempête, chacun sauvait sa peau. Les années d'attente avant le procès furent un supplice. Les avocats défilaient, les dossiers s'empilaient. On parlait de 13 ans de prison, 13 années à disparaître, à vieillir derrière des barreaux, à perdre tout ce que j'avais construit. Je voyais mon empire se déliter, mes contacts s'évaporer, mes alliés se retourner contre moi. Même ma famille, déjà brisée depuis longtemps, n'était plus qu'une ombre. Je payais le prix de ma vie passée, et ce prix était la solitude absolue. Puis vint janvier 2023. 10 ans après mon arrestation, je me suis assis dans le box des accusés, entouré de dizaines de coprévenus, les caméras braquées sur moi, les journalistes assoiffés de sang. Le procureur me présentait comme l'architecte d'un réseau tentaculaire. Il exigeait 13 ans de prison,
Chaque mot résonnait comme une condamnation à mort. Mais je me suis accroché à ma dernière arme, le silence. J'ai nié que les Hells Angels soient une organisation criminelle. J'ai répété que chaque chapitre vivait selon ses propres règles, qu'il n'y avait pas de chef suprême. Était-ce la vérité ou un mensonge bien rodé? Je ne le sais plus moi-même. En septembre 2023, le verdict est tombé. Contre toute attente, j'ai été acquitté de l'accusation d'organisation criminelle. Libre. Après 10 ans d'ombre, je pouvais à nouveau respirer l'air de la rue. Mais cette liberté avait un goût amer, car si la justice espagnole m'avait lavé d'une partie des accusations, elle ne pouvait effacer mes cicatrices. J'avais perdu des années, j'avais perdu mes frères, j'avais perdu ce sentiment d'invincibilité qui m'avait porté si haut. La chute n'est pas seulement un moment, c'est un processus. Elle commence par une arrestation, mais elle se poursuit chaque jour où l'on réalise que plus rien ne sera jamais comme avant. Moi, Frank Hannebut, le parrain invisible, j'étais redevenu un homme nu, dépouillé de mes illusions. Le monde avait changé, et moi aussi. Je n'étais plus qu'une ombre, une légende ternie. Voilà la vérité de ma chute. Ce n'est pas la prison qui m'a détruit, mais la révélation que tout pouvoir est fragile, que même les plus grands finissent par tomber. Aujourd'hui, si je parle, ce n'est ni pour me justifier, ni pour chercher l'indulgence. J'ai passé trop d'années à me mentir pour croire encore à l'innocence. Ce que je livre ici est un aveu, le seul que je puisse offrir. Ma vie n'a été qu'une succession de choix dictés par la colère, la soif de respect et l'illusion du pouvoir. Et ces choix, je les paie encore, même en liberté. Je me souviens du silence de la salle d'audience en septembre 2023, quand le juge a prononcé mon acquittement. Les journalistes attendaient une condamnation, un spectacle sanglant. Mais les preuves n'ont pas suffi. Les alliances invisibles ont joué leur rôle, et je suis sorti libre. Pourtant, ce n'était pas une victoire, car la prison ne m'a pas seulement enchaîné, elle m'a dénudé. Elle a détruit l'homme que je croyais être, le chef européen des Hells Angels. Elle m'a renvoyé face à moi-même, à ce fils de menuisier qui avait cherché dans la violence une reconnaissance que son père ne lui avait jamais donnée. La confession que je vous livre n'est pas un inventaire de crimes, mais une réflexion sur le vide. J'ai goûté à la richesse, à la peur que j'inspirais, à la puissance de donner un ordre et de voir des dizaines d'hommes l'exécuter sans discuter. Mais au bout du compte, il ne reste rien. Ni amis véritables, ni famille soudée, ni paix intérieure. Seulement des fantômes, les visages des hommes que j'ai brisés, les regards des femmes que j'ai utilisés, le silence des frères disparus. La gloire du crime est un mirage. Elle brille un instant, puis s'éteint dans l'obscurité. Je me demande parfois, et si j'avais choisi une autre voie, si j'étais resté menuisier, si j'avais continué la boxe comme un simple sport, aurais-je trouvé une forme de dignité? Peut-être, mais je sais aussi que je portais en moi une rage qui m'aurait conduit, d'une façon ou d'une autre, vers l'abîme. Le monde n'offre pas beaucoup d'options à ceux qui naissent du mauvais côté. Certains se résignent, d'autres se révoltent. Moi, j'ai choisi la révolte, et cette révolte m'a consumé. Je n'ai pas de regrets au sens classique. Regretter, ce serait vouloir revenir en arrière, et je sais que c'est impossible. Ce que j'ai, c'est une lucidité tardive. La compréhension que tout pouvoir bâti sur la peur finit par détruire celui qui l'exerce. La violence attire la violence, et le silence impose un prix que personne ne peut payer éternellement. J'ai cru être un maître, mais j'étais un prisonnier. Prisonnier de mon blouson, de mes frères, de mon image, prisonnier d'un rôle que je ne pouvais plus quitter. Alors, pourquoi parler aujourd'hui? Parce que le seul héritage que je peux laisser est cet avertissement aux jeunes qui rêvent de moto, de cuir, de pouvoir,
Je dis, ce monde n'offre rien d'autre que la mort ou les barreaux. Aux hommes qui croient contrôler l'ombre, je dis, l'ombre finit toujours par vous engloutir. Et à ceux qui m'écoutent encore, je livre ma conclusion. Les vrais parrains ne sont jamais ceux qu'on montre dans les journaux, ni ceux qui paradent dans les clubs. Les vrais parrains sont invisibles, tapis derrière des bureaux, des lois, des masques de respectabilité. Moi, je n'ai été qu'un instrument. Et ma confession est la preuve que même les instruments, un jour, se brisent.